19 h, Yorana, bienvenue dans votre journal d'information. Voici les titres que nous allons développer. 58 ans après sa création, le quotidien emblématique de la Polynésie n'existera plus. Après 3 ans de valse judiciaire, la Cour d'appel a décidé de liquider le groupe. Stigmatisante pour certains, effarante pour d'autres, la loi de pays visant à défendre le patrimoine foncier des Polynésiens, selon le gouvernement, fait réagir. Une loi que nous détaille Cybèle Plichard dans un instant. Des extincteurs aux fusées de détresse en passant par les gilets de sauvetage et les pavillons, la DEPAM passe les bateaux au crible, un contrôle obligatoire pour être autorisé à naviguer. Découverte du CAP Agriculture des régions chaudes dans cette édition, une formation proposée par la Maison familiale rurale pour les jeunes qui se sentent infantilisés dans le système scolaire classique, mais qui sont motivés à l'idée de décrocher un diplôme tout en mettant un pied dans le monde du travail. Et enfin, notre AI Fénois nous emmène à la rencontre d'Éric, un travailleur polyvalent sur l'île de Ahé. Après avoir travaillé 10 ans dans une ferme perlière, il trouve sa vocation dans le secteur touristique. Après 58 ans d'existence, la dépêche de Tahiti n'est plus à sa tête le même homme d'affaires qui dirigeait les nouvelles de Tahiti lors de sa fermeture en 2014, Dominique Auroy. Cette une parue aujourd'hui est certainement la dernière. La Cour d'appel a décidé de prononcer la liquidation judiciaire de la Société d'information et de communication. Quant aux salariés, leur avenir dépend désormais d'une éventuelle reprise de l'activité. Kaline Yenar, David Chang. L'épée de Damoclès leur est tombée dessus ce matin lorsque les salariés de la dépêche ont appris la liquidation judiciaire. Ils n'ont pas voulu s'exprimer car ils attendent que la direction leur annonce officiellement la nouvelle. Mais Damien Grivois n'est pas surpris par cette décision de la Cour d'appel. On regrette le dégât social pour les salariés. Et puis on regrette aussi globalement l'opacité qui entoure et qui a toujours entouré ce dossier depuis le début. On attend de voir qui reprendrait un titre de presse. Et en fonction de ça, on décidera. Mais il y a encore beaucoup de gens qui essayent de penser qu'il reste une mince lueur d'espoir et on veut la préserver, quoi. Ils sont près de 40 à travailler pour le journal, mais aussi pour les magazines Fénois Orama et Maison du Fénois. Alors de l'espoir, il en faut, car les dettes de la dépêche s'élèvent à plus de 700 millions. La liquidation de la dépêche, ça signifie la mort de la société. Mais pour les salariés, ça ne signifie pas nécessairement des licenciements. Il peut y avoir un repreneur et les contrats de travail seront transmis à la nouvelle société qui exploitera et qui rachètera le titre, ce qui est très probable. J'espère un repreneur, que la dépêche qui fait partie de la Polynésie de son histoire continuera avec d'autres actionnaires et continuera à informer la Polynésie d'une façon objective et permanente. Il n'y aura pas de pourvoi en cassation. Cela signifie que le plus vieux quotidien polynésien disparaît après 58 ans d'existence. Et un journal qui meurt, c'est toujours un peu de liberté qui disparaît. Et la liberté de la presse, c'est la base de toutes les autres libertés, disait Voltaire. Nous avons une pensée ce soir pour nos confrères du quotidien. Imposer une taxe d'enregistrement de 1000% à des non-résidents qui acquièrent un bien immobilier permettra-t-il réellement de mettre un frein à la spéculation foncière ? Oui, selon le pays qui a pris par surprise tous les professionnels du secteur avec sa loi votée à l'unanimité à l'Assemblée mardi. Nous allons rentrer dans le détail avec vous, Cybèle. Que va changer ce texte ? Bonsoir Ayata. Eh bien, un acheteur non résident qui veut acquérir un bien, que ce soit un terrain ou un logement, devra s'acquitter, comme tout le monde, des droits d'enregistrement et de publicité foncière. Sauf que lui aura un petit traitement de faveur, un taux d'imposition majoré de 1000%. Et oui, 1000%, vous vous entendez bien, c'est bien le chiffre qui a été voté avec, par exemple, si vous voulez... Un petit exemple, une maison de 40 millions. En temps normal, les droits d'enregistrement s'élèveraient à 4 100 000 francs. Eh bien, pour un non-résident, on passerait à 41 millions de francs pour les droits d'enregistrement uniquement. Si vous additionnez les deux, 81 millions de francs, le prix de la maison a quasiment a plus que doublé.
comment le pays définit-il la notion de résidence? Eh bien, pour le pays, la durée de résidence doit faire 10 ans, c'est 10 ans minimum en Polynésie française. Ou une autre possibilité, vous êtes marié ou pacsé depuis 5 ans avec une ou un résident. Une petite tolérance tout de même pour ceux qui ont quitté le pays temporairement, par exemple le service national, les études ou des problèmes de santé. Mais il n'y a pas que l'acheteur qui est taxé, mais aussi le vendeur, Cybèle. Et oui, si un vendeur résident vend un bien à un acheteur non résident, sa taxe sur la plus-value immobilière sera majorée de 50%. Cette taxe avait déjà augmenté en début d'année. Elle augmente donc encore. Et est-ce que c'est un message politique? Ah oui, clairement, c'est un message politique en pleine période électorale. Te Ari Alpha ne s'en cache pas. Il a même déclaré « ce n'est pas parce qu'on n'est pas souverain qu'on ne peut pas faire quelque chose ». Alors le mot « souverain », vous l'aurez compris, n'est pas anodin. Du côté des notaires, on parle d'un texte désarmant et contre-productif dans le milieu de l'immobilier, mais aussi dans le milieu de la politique. On sait déjà qu'il y a de grandes chances que le texte soit retoqué, que ce soit par le Conseil d'État ou par le Conseil constitutionnel. Il pose la question de l'égalité devant l'impôt ou encore de la proportionnalité de l'impôt. Et il y a un élément qui demande vérification. Ayata, ce soi-disant afflux de Calédoniens, de Français, bref, de non-résidents. Le pays ne veut pour l'instant communiquer aucun chiffre qui confirmerait cette tendance. Le solde migratoire est plutôt déficitaire ces dernières années, donc on demande à voir. Les professionnels de l'immobilier se demandent si tout cela n'est pas un effet d'annonce électoraliste pour occulter les vrais problèmes fonciers de la Polynésie, notamment. Car ce qui explique surtout la flambée de l'immobilier Ayata, c'est la rareté des biens. Ce qui est rare est cher. Il y a aujourd'hui un déficit de 14 000 logements. Le pays doit absolument trouver des solutions pour permettre la construction de 1400 logements par an et mettre en place des outils rapides d'accession à l'image de la défiscalisation locale, par exemple, qui s'est arrêtée en 2013. Merci beaucoup, Cybèle Plichard, pour toutes ces explications. Précisons par ailleurs que la majoration de 1000% ne s'applique pas sur les grands projets économiques, industriels ou touristiques à plus de 5 milliards de francs pacifiques d'investissement. L'acquéreur devra tout de même s'engager à ne pas revendre le bien ou à en changer la destination pendant 30 ans. Dans le cas contraire, la majoration pourra lui être réclamée. L'augmentation était annoncée pour demain. Elle a finalement été actée en Conseil des ministres extraordinaire ce jeudi. Le SMIC horaire est revalorisé de 2%. Il sera désormais fixé à 159 092 francs à compter de ce 1er mai 2022. Ils souhaitent obtenir des réponses sur la gestion de la crise sanitaire. Ce sont les élus de Ahereia Porinetia qui demandent la création d'une commission d'enquête. Car oui, l'Assemblée est bel et bien un législateur, mais aussi un contrôleur. Ses membres ont donc le pouvoir de contrôler les actions du gouvernement via une commission d'enquête, à l'image de ce qui a été réalisé en métropole. Elle permettra d'éclaircir certaines décisions prises et de relever les éventuels dysfonctionnements. Nicole Sanker nous en dit plus au micro de Herevei Huata. Aujourd'hui, les familles ont besoin de réponses. Est-ce que nous avons pris les bonnes décisions? Pourquoi il y a eu tant de morts pendant cette période-là? Pourquoi il y a eu tant de morts à l'hôpital? Que s'est-il passé? Pourquoi avons-nous choisi cette période-là pour confiner? Pourquoi n'avons-nous pas confiné plus tôt? Toutes ces réponses-là, nous souhaiterons les apporter à travers cette commission d'enquête. Chaque année, c'est 1 millier de bateaux qui sont passés à la loupe par la DEPAM. Des tonniers, mais également des potimarara de moins de 24 mètres. Respect des normes, matériel de sécurité, tout est passé au crible. Une visite technique obligatoire pour les propriétaires, car à défaut, interdiction pour le navire de larguer les amarres. Les détails avec Nicolas Suy. Branle-bas de combat sur le Vaivai-Nui. Tout l'équipage est mobilisé pour un contrôle technique. 2 inspecteurs de la direction des affaires maritimes sont à l'affût du moindre dysfonctionnement.
Toutes les installations sont passées au crible, le contrôle vient de débuter et déjà, les gilets de sauvetage font l'objet d'une remarque. C'est pareil, tu vois, les brassières elles doivent être identifiées au long du bateau, ce qui n'est pas le cas, donc il faudra qu'ils rajoutent donc là, c'est pas grave. C'est pas très grave, c'est important parce que s'ils perdent une brassière, il faut qu'on sache à qui elle appartient, qu'on évite de lancer des opérations de secours mobilisant la moitié de nos moyens là. Mais bon, ça menace pas la sécurité propre du navire, donc c'est pas quelque chose qui va être pénalisant pour le démarrage. Au poste de navigation, chaque bouton, chaque voyant lumineux est inspecté. Tout doit fonctionner correctement. Idem pour la salle des machines, tout doit être opérationnel. Sur le pont, les marins savent qu'ils doivent endosser un autre rôle en cas d'incendie. En cas d'incendie, je coupe les volets, je ferme les volets, je coupe la ventilation et je ferme les portes et je prépare la lance incendie. Même le confort des cabines est passé à la loupe. Là, le matelas, il est probablement à remplacer, il est un peu vieux et pas adapté à la cabine, donc il va falloir qu'il le remplace. Là. Mais je trouve que l'opération est en cours, là, ils ont été commandés, il devrait arriver dans les prochaines semaines. Un certain nombre de prescriptions est répertorié et doit être suivi pour obtenir le permis de navigation. Il y a des prescriptions à faire et nous accorder par exemple une compagne. Si on ne le fait pas, ils vont arrêter le bateau. Okay. Voilà, ils vont nous donner un délai d'1 mois par exemple, une compagne. Et après inspection, le Vai Vai Nui n'aura pas de permis de navigation à moins de réparer une pompe à incendie. De toute façon, son appareillage est prévu dans une semaine. Il arrive qu'au travers de nos contrôles, on détecte des écarts qui nécessitent des corrections immédiates avant le départ et donc un retard d'appareillage. Ça arrive, c'est heureusement pas très fréquent. En tout cas, on est rarement confronté à des blocages importants. Selon la direction des affaires maritimes, sur le millier de navires contrôlés, la très grande majorité respecte les normes de sécurité et offre un habitat décent aux marins. Et on s'intéresse aussi ce soir au MFR. Comprenez les maisons familiales rurales. Elles sont un système d'éducation présent sur tous les archipels à l'exception des Marquises. Elles ouvrent leurs portes au public pour leur faire découvrir les enseignements. Comme une école de la deuxième chance, elles dispensent des enseignements très pratiques et forment des jeunes gens qui souvent y découvrent une vocation. Exemple avec les élèves du CAP Agriculture des régions chaudes à Papara avec Stéphane Ratino et Patita Savea. C'est un pur produit maison. À Kalani, l'élève devenu professeur, c'est par expérience la botanique humaine. Les bourgeons parfois un brin sauvage de l'adolescence peuvent fleurir sous le soleil des maturités. La MFR, c'est cela, une pédagogie active, les mains dans la terre et la tête vers les projets. Ses doigts seront verts, ces jeunes ont attrapé la vocation, pas un virus, non, le travail et la confiance en soi. Ouais, j'aime bien cette école, car ne faisons pas que de la théorie. C'est ce que j'ai pas vraiment aimé au collège. Et voilà, on fait beaucoup de pratiques aussi, et c'est ce qui est bien. C'était comme une issue de secours, parce qu'on ne voulait plus de moi dans les établissements et je suis venu ici. J'adore ça. Au début, quand je suis arrivé, c'était pas trop dans mes cordes, mais là, ça commence à venir. Et maintenant, je suis passionné. L'école du fer pour voir le monde en vert, car ici à Papara, les jeunes viennent de tous les horizons, notamment de la ville. Ce matin d'ailleurs, les élèves de Papété étaient en visite, peut-être pour décider une future orientation et partager l'expérience. Et les jeunes de la MFR sont convaincants. Là, je suis en train de faire de l'entretien de culture. C'est pour éviter la concurrence avec nos plantes. J'ai envie de me lancer dans l'agriculture. C'est pas un travail facile, il faut bosser dur, non? Ouais. Il faut bosser dur. Beaucoup de travail aussi. Tu as été heureux ici pendant 2 ans? Oui, comment ça se passe bien. Une école, c'est un terreau pour grandir. Les enseignants sont des pépiniéristes de l'âme. Aujourd'hui, ces élèves du CAP agricole veulent aller plus loin dans le savoir. Préparer un bac, la graine a pris. Moi, je suis très fier. Je suis très fier de mes jeunes. Ils ont mûri. Dans une année, 2e année, ils ont mûri. Ils ont très mûri. La MFR, ça change le comportement, mais aussi dans la tête. Donc, ça va me faire un petit mal au cœur de les voir partir, mais je sais que c'est pour le futur, c'est pour eux.
La MFR organise des portes ouvertes jusqu'à samedi. Ces formations sont multiples. L'école de la seconde chance ne manque pas d'atouts. Made in Fénois. Ouvrir des horizons supplémentaires aux élèves de 3e en leur présentant des parcours et des histoires afin de leur permettre d'oser explorer des univers professionnels auxquels ils n'avaient peut-être pas pensé. À Hall, le Forum des métiers a pris ses quartiers au collège. Une vingtaine de professionnels s'est déplacée pour aider les adolescents dans leur choix d'orientation. On écoute ces réactions recueillies par Mathieu Allot. Au premier stand que j'ai vu, c'était l'hôtellerie. Alors j'ai appris beaucoup de trucs en hôtellerie. Alors il faut savoir passer par le bar. Je suis passée à l'apiculture et c'était plutôt intéressant. J'ai appris comment il faut faire des trucs gravés, les miels. J'ai eu des informations sur tout ça. Sur notre forum des métiers, on fait vraiment appel aux intervenants et aux acteurs locaux. Et ils sont nombreux, plus d'une vingtaine, avec notamment, on a des pompiers, on a sur le tourisme, sur la restauration, sur l'agriculture, sur la pêche, sur la santé bien entendu, sur l'éducation, sur l'animation, bref un certain nombre de métiers qui suscitent beaucoup d'engouement de la part des élèves. Et à Arouet, 700 élèves ont valorisé les langues et la culture régionale. C'est à l'occasion des journées polynésiennes organisées par la section Reo-Maori de l'université qu'ils se sont retrouvés pour échanger, débattre sur l'avenir de notre langue natale. Des professeurs mais aussi des écrivains ont également partagé leurs connaissances. Demain, place donc à la célébration. L'UPF fêtera sa journée polynésienne sur le campus d'Outumauro. Occuper les enfants à la pause méridienne, c'est la mission de 6 jeunes volontaires en service civique à Tapu-Tapu-Atea. Mise en place de jeux de société, de coloriage, de dessin ou encore d'activités de tuaro maori, vous le voyez à l'image. Et sensibiliser les élèves aux règles de vie en collectivité, c'est leur tâche quotidienne depuis le mois de mars. Voici des témoignages recueillis sur place par Julien Vescovali. On a commencé à faire des activités, des jeux de société à chaque pause méridienne. Ou sinon, on faisait que les surveillances, que ce soit accompagnement scolaire dans les classes, ou bien les surveillances aux récréations, éviter qu'ils se battent aussi pendant les récré. Pour la période de mars à avril, c'était des jeux traditionnels qu'on a l'habitude. Les osselets, la marelle, les billes, les échiquiers, tout ça, les jeux d'échecs. Et là, pour la période d'avril à mai, donc, on a mis en avant la culture polynésienne et on est parti dans l'art traditionnel polynésien, dans le tuaro maori. Ces chansons sont connues dans tout l'Océanie, de Fidji en passant par le Vanuatu et la Papouasie-Nouvelle-Guinée. Edu entonne son kaneka au fénois. Edouard Wamai, de son vrai nom, veut partager ses mélodies aux accents de reggae et de world music au public polynésien et espère qu'il sera réceptif. Sandro Ly l'a rencontré. Edu fait partie des plus grands artistes de Nouvelle-Calédonie. Océanie, emmène-moi sur Tokenu est sans doute une des chansons préférées des Polynésiens. Je parle des rencontres des peuples du Pacifique. D'ailleurs, je l'avais composé lors d'une préparation pour un festival des arts en 1996 au Samoa. Et la rencontre entre tous ces peuples qui s'échangeaient et qui m'a inspiré. Du coup, cette chanson d'Océanie parle justement de la rencontre de ces peuples, de ces pays-là du Pacifique. Edu l'avait chanté partout dans le Pacifique, au Vanuatu, aux îles Cook, à Samoa et en Australie. Ce week-end, les paroles de cette chanson résonneront à Tahiti. Il s'est lancé dans la musique vers la fin des années 80 dans sa tribu de Dulu sur l'île de Lifu avec un style musical kaneka, un rythme typiquement kanak. Le style kaneka, c'est déjà au départ une démarche. On voulait créer nous-mêmes notre propre musique, notre propre style de musique. On a le reggae qui appartient à la Jamaïque, on a le tango qui appartient aux latinos et les espagnols. Et alors nous, on voulait créer notre propre musique. Et cette musique-là, elle est constituée un petit peu des rythmes ancestrales, des danses traditionnelles et des instruments modernes. C'est ce qu'on a fait, un petit mélange pour constituer ce qu'on appelle le kaneka. Comme tous les artistes, Edu a mal vécu les 2 années du Covid.
pendant un moment, mais ça n'a pas été, on va dire que ça a remis un peu les compteurs à zéro. Donc il y a beaucoup de gens qui recommencent un peu à zéro et qui vont essayer de s'en sortir. Mais je peux voir que dans le monde entier, c'est pas facile, quoi. Ce week-end, ils seront 2 à partager la scène. Edu sera accompagné par l'artiste local Aldo Raveno. Il fait partie de la société Mangrove Production. Et demain soir, ce sont les plus belles mélodies d'Esther Tefana qui résonneront à Toata. Le concert Tuiro rend hommage à cette grande dame de la chanson polynésienne. On en parle demain dans votre émission L'Invité Café avec Moana Broderson qui nous partagera ses meilleurs moments vécus avec la regrettée diva. Notre AI Fénois nous emmène ce jeudi soir à la rencontre d'Eric, un travailleur polyvalent de 46 ans sur l'île de Ahé. Après avoir travaillé 10 ans dans une ferme perlière, il trouve sa vocation dans une pension de famille. Guide touristique est son principal métier qu'il a appris au fil des ans. Les images sont signées Marcel Bonneau. Pas de repos pour les braves. Les journées d'Eric commencent aux premières lueurs du jour. En l'absence de touristes, il est multitâche. Là, je viens de ramener le bateau et je me prépare le bateau pour le sortir ce matin, pour aller au village. 45 minutes de navigation séparent les 2 îlots. Mais pas le choix, il faut s'y rendre pour se débarrasser des encombrants. Pour nous, c'est très important pour nous, quoi, parce qu'on aimerait bien aussi garder notre moto propre. C'est pour ça qu'on emmène les canettes ici vidées, quoi. Après avoir travaillé 10 ans dans une ferme perlière, Eric prend une autre voie. C'est dans cette pension de famille qu'il trouve l'épanouissement professionnel. Ce qui me plaît dans ce métier, c'est le travail. J'adore le travail. C'est pas si difficile de travailler, c'est doux. Et il n'y a pas de truc à forcer dessus mon travail, quoi. Je préfère ce travail qu'aller dans la mer et dans les fermes perlières. Aujourd'hui, difficile de croire que cet homme était introverti il y a 10 ans. Il s'occupe plutôt des excursions, voilà. Il récupère nos clients à l'aéroport, il les conduit aussi pour le retour sur Tahiti. Tu ne te plains pas? Non, ça va, ouais. Ça va. Surtout au Tuamotu, c'est pas évident. Il faut trouver quelqu'un de sérieux et voilà, qui est assidu au travail. Et voilà, on est content. Qui excelle dans son métier, son avenir est assuré. Et son avenir, Eric ne le voit nulle part ailleurs. L'information principale de cette édition, la Cour d'appel de Papeete prononce la liquidation judiciaire de la Société d'information et de communication, éditrice du plus ancien quotidien de Polynésie, La Dépêche de Tahiti, placée en cessation de paiement et en redressement judiciaire le 11 juin 2018, puis en liquidation judiciaire le 12 octobre 2020. C'est un appel du parquet général de Papeete qui avait suspendu la procédure. Et à la demande de son désormais ex-gérant Dominique Auroy, la Cour d'appel a donc prononcé la liquidation. Les salariés restent dans l'attente d'une éventuelle reprise. Rencontre avec de nouvelles familles polynésiennes avec Pa Waura après ce journal, avant de découvrir les nouvelles aventures de Sean Murphy dans 2 épisodes de la série The Good Doctor. Merci de rester fidèle à votre chaîne publique. Maruki Duri prend les commandes de vos journaux télévisés demain. Je vous souhaite un très bon week-end. Portez-vous bien et à lundi.
Retrouvez ce programme en replay sur notre site internet. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.